Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle leçon. Ceci est la partie numéro 17 du projet. Et comme d'habitude, je vais commencer par une petite aparté qui semble n'avoir rien à voir avec le reste, mais je vous assure que c'est lié. Je vais commencer par vous parler d'animation, parce que nous allons animer certains objets pendant le projet. Donc, je vais commencer avec quelque chose de simple et conserver que le cube. Et d'une manière générale, et pour moi aussi, l'animation correspond à un paramètre qui va changer par rapport au temps. Et donc, en bas de notre écran, nous avons ce qui s'appelle la timeline, et ceci est ce qui ajoute la composante temps au projet. Je vais montrer le panneau sur la droite en utilisant la touche de raccourci N. Et donc pour animer un objet ou un paramètre, il faut choisir le paramètre que nous voulons animer. Et pour faire simple, nous allons juste modifier la position sur l'axe Y de ce cube dans le temps. Pour que cela fonctionne, on doit dire au logiciel quelle est la valeur du paramètre à tel moment. Et donc nous allons ajouter une clé d'animation, ou ce qui est appelé aussi keyframe. Pour faire cela, si on place notre souris au-dessus de la valeur, on peut cliquer avec le bouton droit de la souris et ensuite choisir Insert Keyframe. Cela va ajouter une clé sur chacun des axes, mais nous allons nous concentrer sur l'axe Y pour cette partie-là. On voit maintenant dans la timeline un point jaune qui correspond à notre clé d'animation. Si on place la tête de lecture sur l'image 30, on voit que maintenant les paramètres sont en vert. Cela veut dire que ces paramètres sont animés, mais la tête d'animation n'est pas sur une keyframe. Si maintenant je modifie le paramètre de Y, voilà, de 3 mètres, comme ça, la couleur est maintenant orange, cela veut dire que la valeur a changé, mais on n'a pas assigné de clé d'animation à l'heure actuelle. Je peux faire comme précédemment, ou aller dans le menu Objet, Animation, et choisir Insert Keyframe. Et si je choisis le raccourci clavier I, on voit que nous avons beaucoup plus d'options disponibles. Et je peux choisir parmi cette dernière, Location. Maintenant on voit bien que les paramètres sont tous colorés en jaune. Et si je place ma tête de lecture sur une autre image, la couleur devient vert comme précédemment. Et si je déplace donc la tête de lecture entre mes deux clés d'animation, on se rend compte que le cube se déplace entre ces deux clés. Et cela est possible parce que Blender fait une interpolation du paramètre entre les deux clés. Si maintenant j'appuie sur le bouton Play de la timeline, on voit que le cube se déplace. Et ce qui se passe maintenant, la tête de lecture est sur l'image 125. Dans cette zone-là, la partie gris clair correspond à notre plage d'animation. On peut la changer ici, avec le paramètre Start et End. Et je vais changer donc la fin à l'image 30. Et maintenant, si je joue l'animation, cela va créer une boucle entre la frame 1 et la frame 30. Cela peut être pratique lorsque l'on veut tester simplement une certaine plage d'animation. Je vais maintenant vous montrer une autre fenêtre. Si je découpe cette vue en deux, ici dans la partie animation, nous avons beaucoup d'autres fenêtres. Nous avons la timeline, mais également le top sheet, le graph editor, les drivers et la fenêtre non-linear animation. Bien sûr, comme d'habitude, j'essaye de garder cela le plus simple possible et je vais seulement vous montrer le graph editor. Comme pour le node editor,
la manière de contrôler cette fenêtre est similaire. Si vous maintenez le bouton du milieu de votre souris, on peut faire un pan, donc un déplacement de la vue. Et si vous maintenez CTRL sur votre clavier avec le bouton du milieu de la souris, on peut modifier l'échelle de la vue de manière horizontale si on déplace la souris sur l'axe horizontal de gauche à droite. Et si on déplace la souris d'avant en arrière, cela va modifier l'échelle de la vue de manière verticale. On peut aussi aller dans le menu View et choisir Frame All, et cela va faire un zoom dans la vue pour montrer l'ensemble des courbes. Une clé d'animation, on peut le voir ici, est par défaut gris-blanche, et lorsqu'elle est sélectionnée, elle est jaune. Donc nous en avons deux dans le graphique, une à gauche et une à droite. La courbe verte correspond à l'axe Y, la courbe bleue correspond à l'axe Z, et on ne la voit pas là puisqu'elle est cachée derrière la courbe bleue, mais il y a aussi la courbe rouge qui représente l'axe X. Cette courbe représente le changement de la valeur en fonction du temps. Et comme une courbe dans l'espace 3D, nous avons des tangentes au niveau des clés d'animation, et on peut faire un scale ou une rotation dessus pour modifier la forme de la courbe. À l'heure actuelle, on peut le voir, on a ce qu'on appelle un ease in et ease out. Cela correspond à une accélération au début de l'animation et à une décélération vers la fin. Et bien sûr, on peut modifier cela en sélectionnant toutes mes clés et en allant dans le menu Key, choisir Handle Type et ensuite Vector. Cela va créer une ligne droite entre les deux clés d'animation. Et donc maintenant, la vitesse du cube est la même sur toute l'animation. Et on peut bien sûr rechanger son type à n'importe quel moment. Et au cas où, donc la courbe en allant vers le haut va correspondre à des valeurs qui vont vers le positif. Et à cet endroit-ci, la courbe allant vers le bas, cela va correspondre à des valeurs qui diminuent. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, le cube recule légèrement. Une chose à savoir et qui est intéressante, c'est qu'on peut vraiment modifier quasiment tous les paramètres qui existent. Quelque chose que je dois vous indiquer également, c'est que si une clé d'animation est sélectionnée, on peut la déplacer en utilisant la touche G sur notre clavier, comme pour déplacer un objet dans l'espace 3D. On ne peut pas faire de rotation, mais on peut faire une rotation de la tangente. Et pour tout ce qui est d'échelle, la référence de l'échelle, c'est la tête de lecture. Cela veut dire que si je sélectionne mes deux clés existantes et que je positionne ma tête de lecture sur la frame 0, si je fais un scale, cela va agrandir ou rétrécir la position des clés vers la droite. Et si je place la tête de lecture au milieu, vous voyez que cela va éloigner ou rapprocher les deux clés d'animation vers la position de la tête de lecture. Encore autre chose, vous avez au niveau du Graph Editor un panneau sur la droite qu'on peut rendre visible avec la touche N comme le panneau de la vue 3D. Et à partir de là, on peut ajouter des modificateurs sur les courbes. Je vais ajouter un noise, donc un bruit, et on voit bien que notre courbe est maintenant modifiée. Et cela donne une animation un petit peu aléatoire. Et enfin, une dernière chose que je dois vous montrer. Si je modifie la courbe, voilà.
après la dernière clé, vous avez remarqué que la courbe est simplement droite. Elle va tout droit. Je peux modifier ce comportement en allant dans Channel, Extrapolation Mode, et choisir Linear Extrapolation. Cela va faire en sorte que la courbe va continuer dans la même direction qu'elle avait avant la dernière clé. Et on peut également modifier ce paramètre et choisir Make Cyclic. Cela veut dire que maintenant, nous allons avoir un cycle qui va répéter l'animation indéfiniment. Pour pouvoir le voir, je vais augmenter la plage d'animation en modifiant le paramètre End. Voilà. Et encore une dernière manière d'ajouter une clé d'animation, c'est d'appuyer sur ce bouton qui s'appelle AutoKey, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais modifier maintenant un paramètre, Blender va ajouter une clé d'animation là où la tête de lecture se trouve. Si je bouge le cube dans cette direction, on voit que cela a ajouté une clé, et forcément la répétition de la courbe est différente. Voilà, cela conclut l'introduction à la manière dont on anime dans Blender. Et maintenant, je vais tout supprimer, je vais activer les raccourcis que j'oublie assez souvent, et maintenant je vais ajouter un plan. Je vais faire ce que nous avons déjà fait, c'est-à-dire que je veux juste garder un vertex. Donc je vais en sélectionner 3, les supprimer, et placer le dernier au centre de ma scène. Maintenant, je vais l'extruder vers le haut, 2 fois comme ceci. Placer ce point peut-être plus vers le milieu. Et si vous vous souvenez, nous en avons parlé dans la partie sur les matériaux, on pouvait utiliser quelque chose appelé Displacement pour modifier une géométrie basée sur une image. Et nous avons également cela disponible comme un modificateur. Je vais l'ajouter à ma ligne. Et maintenant, si je choisis une texture en cliquant sur New, on voit à ce moment-là, je vais le laisser à texture. Et dans cet onglet, l'onglet Texture Properties, je retrouve mon image appelée Texture. Peut-être que j'aurais dû choisir un meilleur nom. Et je peux choisir en type un Noise. Si maintenant je joue l'animation, on ne voit rien. Je vais maintenant changer les coordonnées à Objet, ajouter un Empty, comme je l'ai fait à plusieurs reprises, le choisir comme source des coordonnées. Je vais le déplacer un petit peu pour qu'on voit mieux. Et maintenant, on n'a toujours rien. Peut-être. On voit en fait qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est changer la direction de normal à X. Et maintenant, on a quelque chose. Un mouvement aléatoire de notre ligne. On va regarder le paramètre space à local. Strength, donc c'est la force du displacement. Et mid-level, ça correspond à un décalage entre le placement original de l'objet et la valeur choisie. Si je la choisis par exemple à une valeur de 0,5, il va se déplacer de 0,5 et à 1 d'une case en quelque sorte. Donc je vais choisir quelque chose au hasard vers 0,2 et voilà à peu près le résultat que nous avons. Ça correspond presque à un éclair, ce qui est ce que nous voulons faire. Je vais rajouter, pour ajouter un peu de définition, un modificateur subdivision de surface. Ok. Et pour l'instant, le
displacement est seulement sur l'axe X, donc c'est plat sur un axe. Je vais donc dupliquer ce modificateur et modifier la direction de X à Y, et ainsi mon éclair se déplace dans 2 directions. Voilà, ce qui est déjà beaucoup mieux. Ça reste simple, mais en même temps, on n'a pas besoin de quelque chose de plus. Ce que je vais faire à partir de là, alors prenez bien en compte le fait que je suis en Render Engine Eevee. Ça c'est juste pour des tests, mais le résultat sera similaire quand on passera sous Cycles. Je vais ajouter un matériau à mon objet et changer la valeur de émission et Emission Strength pour qu'il s'illumine tout seul, comme un éclair. Et pour l'instant, en mode de vue render, on n'a rien. Et cela est totalement normal, puisque c'est juste une ligne, c'est un edge, donc forcément il n'a pas de géométrie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre modificateur dessus, et celui s'appelle Skin. Et cela va rajouter une épaisseur à notre ligne. Voilà, je vais enlever la symétrie en X parce qu'elle n'est pas nécessaire. Et donc, à partir de maintenant, ce que je cherche à faire, c'est modifier l'épaisseur de mon objet. Et pour cela, donc, je vais changer mon mode de vue, passer en Edit Mode, et avec le menu sur notre droite, nous avons les paramètres Radius X et Radius Y, qui nous permet de modifier son épaisseur. Voilà, donc je vais le mettre à 0 en haut et en bas, et peut-être aussi réduire le paramètre du point du centre. Et maintenant nous avons quelque chose avec une géométrie, et donc quelque chose qui ressemble à un éclair. C'est bien sûr très très simple, mais encore une fois, cela fait partie du but. Ce que je vais faire pour complexifier un petit peu la forme, c'est rajouter des branches à mon éclair, m'assurer qu'il soit bien en 3 dimensions. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est animer le paramètre Emission Strength qui correspond à la luminosité de notre objet. D'accord ? Donc, une autre manière d'ajouter une clé à côté des paramètres, nous avons un petit point, et si on clique dessus, cela ajoute une clé d'animation. Je vais ajouter une autre clé, et au cas où, pour l'instant, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de clé ici, mais c'est parce que notre objet n'est pas sélectionné, mais maintenant que c'est le cas, la clé est apparue. Ok. Je vais ajouter maintenant une nouvelle clé avec ce paramètre A0, qui fait que maintenant, la valeur de la luminosité du matériau change en fonction du temps. Je vais ouvrir mon Graph Editor, regarder ma courbe, et ensuite, nous l'avons vu juste avant, je vais d'abord dupliquer la première clé, pour avoir une courbe qui va de haut en bas, ensuite changer le mode d'interpolation en cyclique, ainsi cela va se répéter, ok. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est ajouter un modificateur, Noise, sur la courbe existante. Je vais modifier ces paramètres, et Strength, principalement, voilà, jusqu'à obtenir les valeurs que je souhaite, avoir des choses qui vont dans le négatif autant que le positif. Et si on le joue maintenant, on voit bien, la luminosité change, mais quand elle est à 0 ou dans le négatif, notre objet est noir. Donc on le voit encore. Donc ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est qu'il ne soit pas visible lorsque cette valeur est à 0. Ce que je souhaiterais faire, c'est copier cette courbe de l'emission strength à alpha. Alpha, ça définit la visibilité de l'objet, d'accord? Donc,
si je sélectionne avec le bouton de gauche la piste Emission Strength, elle est en jaune comme l'objet actif dans la vue 3D. Vous pouvez ensuite appuyer sur CTRL-C, aller sur la deuxième courbe, et ensuite faire CTRL-V. Et nous avons la courbe que nous avions au tout début. Ce qui va manquer, ce sont les modificateurs, et dans le panneau Modifiers, nous avons un bouton en haut à gauche du panneau appelé Copy F Modifiers, et si je choisis Paste F Modifiers, cela va coller les modificateurs. Voilà. Par contre, on se rend compte que les courbes ne sont pas du tout alignées, parce que quand j'ai fait CTRL-V, cela va placer la première clé d'animation là où est notre tête de lecture. Donc au moment où je copie, il faut qu'elle soit au même endroit que la clé d'animation de notre paramètre Emission Strength. Donc maintenant, j'ai réglé tout, et on voit bien que nos deux courbes sont exactement au même endroit. Je vais déplacer un petit peu les clés vers le bas pour qu'on ait plus de valeurs négatives. Et maintenant, si je joue, on a toujours des zones noires. Cela, c'est dû au fait que nous soyons dans Eevee, et donc on a un paramètre à modifier en plus. Et il faut choisir Alpha Hashed dans ces paramètres. Et donc nous avons maintenant notre éclair. Prochain sujet. Je sais que c'est très condensé, mais ça fait partie du jeu. Alors, je vais commencer à aborder les particules. Je vais commencer par ajouter une sphère. Et la dernière fois, nous avons utilisé dans le panneau Particle Properties, nous avons la même chose que pour les matériaux, une liste pour ajouter autant de systèmes de particules que nous voulons. On l'avait utilisé sous forme de hair, donc de cheveux, la dernière fois, donc cela donne des particules mais qui restent attachées à l'objet qui les émet. Et nous, ce que nous voulons, c'est de passer en mode émetteur, c'est-à-dire que maintenant, si je lance l'animation, ce que nous voyons, c'est que nos sphères émettent des particules. Alors, on va passer en revue les paramètres importants. Dans la section émission, nous avons le nombre de particules, l'image de début, l'image de fin, et la durée de vie des particules. En gros, ce que Blender va faire, c'est émettre 1000 particules sur les 200 images qui séparent le début de la fin. Pour vous le montrer, si je choisis une valeur de fin de 100, qu'en nombre j'en choisis 10, il va émettre une particule toutes les 10 images. En passant en mode wireframe, on voit maintenant qu'on a la première particule à l'image 1, et on va voir à l'image 11 une deuxième particule. Voilà, on voit la même chose avec la troisième particule à la frame 21. Et la durée de vie, bien sûr, c'est le nombre d'images après lesquelles la particule va entre guillemets mourir, et donc disparaître. Et on le voit avec la première particule qui disparaît à l'image 6 et la deuxième qui va disparaître à l'image 16. La ligne rouge que vous voyez en dessous signifie que Blender a déjà calculé la physique ou les forces en jeu pour l'émission de ces particules. Je vais déplacer ma sphère un peu plus haut et je vais ajouter un plan au sol. Maintenant, si je lance l'animation, avec cette sphère un peu plus haut, parce que nous avons, il faut changer la durée de vie des particules, et je vais aussi en ajouter un peu plus. Ok, ce que nous voyons, c'est que les particules passent à travers notre plan. Ok,
Une chose importante à comprendre, c'est que puisque nous faisons des calculs de physique et des simulations, il faut absolument dire à Blender quel objet prend quel rôle. Puisque nous voulons que ce plan n'émette pas de particules, mais qui fasse partie du monde physique, nous avons un onglet ici qui s'appelle Physics Properties, et nous avons ici tous les types d'interactions physiques que nous pouvons mettre en place. Nous voulons qu'il soit juste un élément qui soit pris en compte pour les collisions, et maintenant, toutes les choses physiques vont rebondir contre ce plan. Ok, maintenant en lecture, on se rend compte que toutes les particules rebondissent sur le plan. Je vais en mettre un peu moins pour que ce soit un peu plus visible. En fait, 150. Et là, on voit un peu mieux, donc que toutes les particules rebondissent. Super. On peut rajouter n'importe quel objet. Si on lui ajoute des propriétés physiques, cela va forcément avoir un impact sur la simulation. Si je choisis en mode collision sur cet anneau, on voit maintenant que les particules rebondissent dessus. Voilà. Et le résultat est bien sûr moins entre nos mains maintenant. C'est le moteur physique qui fait tous les calculs. Donc, maintenant, je vais vous montrer les autres options importantes. Nous avons la source de l'émission, qui va dire de quelle manière les particules sont émises. Donc, par défaut, c'est en mode face, et on peut choisir vertices ou volume, qui veut dire que les particules peuvent naître à l'intérieur de la sphère. On va le laisser sur Faces pour le moment. Nous avons ensuite Render, et nous l'avons vu précédemment. On peut choisir donc un objet ou même une collection comme objet qui va remplacer la forme des particules. On peut choisir notre anneau là et se rendre compte que nous avons maintenant des particules en forme d'anneau. Et on peut leur donner aussi une rotation qui va être à leur naissance, et si on coche la case dynamique, ils vont aussi avoir une rotation en fonction de la simulation physique. Parce que là, ils sont toujours à plat pour l'instant. Et maintenant, on voit bien qu'elles tournent en fonction des obstacles qu'elles rencontrent. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la section Velocity. On voit en mode wireframe que les particules sont émises et se déplacent vers l'extérieur de la sphère. Si j'augmente la vitesse du paramètre normal, souvenez-vous, les normales sur une face vont dans cette direction, d'accord, perpendiculaire à la face. Et si je choisis maintenant 10 mètres par seconde, on va bien voir que les particules s'écartent avec beaucoup plus de force. Voilà. Je vais le remettre à 1 mètre par seconde, pour pas qu'elle aille trop loin, masquer l'anneau. Je vais leur redonner une forme de halo. Et ensuite une autre partie, en utilisant un empty, dans le panneau Physics Properties, je peux choisir Force Field. Nous avons maintenant une grande liste de types de force. Je vais vous montrer les 3 premiers, et les autres si je les utilise dans le projet au fur et à mesure. Je vais commencer par Wind, qui veut dire vent, chose avec laquelle vous êtes sans doute le plus familier. Si je modifie aussi sa strength, donc la force du vent,
je joue l'animation, on voit bien que maintenant, les particules sont soumises au vent. Elles vont dans la direction que j'ai choisie avec mon empty. Je peux maintenant choisir Vortex par exemple, et mettre l'objet en dessous de la sphère, ainsi. En jouant l'animation, c'est encore un petit peu incontrôlable parce que la force est un peu trop forte, et on voit que les particules sont entraînées comme dans un vortex, ou comme s'ils étaient dans une tornade. Voilà. J'ai changé aussi le paramètre flow. Cela contient un peu plus les particules pour qu'elles s'éloignent pas trop du centre de la force. Et un dernier type de force field, c'est celui appelé force. On le voit pas très bien pour le moment. Donc je vais modifier un paramètre particulier. Dans les paramètres des particules, vous avez vers le bas une section appelée Field Weights. Cela va contrôler la quantité d'influence que les forces physiques vont avoir sur nos particules. La première est la plus souvent modifiée, c'est Gravity, donc gravité. Et si je diminue ce paramètre, ça veut dire que les particules maintenant vont être très peu affectées par la gravité. Donc à 0, elle sera en train de flotter dans l'air. Mais là, dans les render settings, pour qu'on voit mieux aussi, je vais décocher Show Emitter et dans les viewport display également. Ainsi, on ne voit plus la sphère. Donc maintenant, avec un paramètre force, on se rend compte que les particules s'éloignent de cette force. Et cette force peut également attirer vers elle des particules avec un paramètre négatif. Et on voit maintenant que toutes les particules vont dans cette direction. Je peux maintenant dupliquer, lui donner un type vortex, et nous avons quelque chose qui va dépendre des paramètres. Sachez qu'ils sont très susceptibles, donc je vous recommanderais de les tester, de les modifier vraiment petit par petit. Maintenant, un petit retour en arrière. On va retrouver notre éclair, celui que nous avions fait précédemment. Une chose intéressante à faire maintenant, c'est de rajouter un plan, puisque l'éclair ne sera jamais tout seul au milieu de nulle part dans notre scène. Ok. Et ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter une lumière, une point light. Ok. Je vais récupérer la couleur avec la pipette sur l'éclair. Peut-être quelque chose un petit peu plus saturé, donc je vais le prendre sur les côtés. Voilà. Et je vais un petit peu augmenter sa luminosité pour que ce soit bien visible. Voilà. Je vais la mettre à 60 watts et je vais décausser Shadows. Paramètre également seulement disponible dans Eevee, juste pour cette démonstration. Maintenant nous avons une lumière, et ce que j'aimerais faire, c'est changer le paramètre Power, donc la force de la lumière, dépendant de la présence de l'éclair. Donc je vais prendre, comme tout à l'heure, les clés d'animation d'un des paramètres de notre éclair. Ok. Et ensuite, il faut une piste avant de copier. Donc je vais ajouter une clé d'animation. Modifier la radius, pourquoi pas en passant. Et ajouter une clé d'animation sur le paramètre Power. Ok, maintenant il apparaît sur la gauche du Graph Editor, et maintenant je peux coller la clé d'animation depuis l'éclair. Je vais également récupérer les modificateurs, bien sûr.
ainsi. Et maintenant, alors la lumière, le paramètre que j'avais mis avant, allait jusqu'à 60 watts, donc je vais juste modifier le paramètre strength pour que cela monte jusqu'à 60, ou environ 60. Voilà. Donc c'est la même fréquence, mais celle-ci a une force un peu plus grande. Et maintenant on voit que la lumière s'accorde avec notre éclair, ce qui est magnifique. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et donc c'est exactement ce que c'est censé faire, on est d'accord. Et quelque chose de mieux encore, c'est que tout ceci est dans une collection. Donc elle s'appelle Lighting the Son. Je vais la masquer. Et je vais créer un cercle. Je vais modifier un peu sa taille, comme ceci. Appliquer le scale, comme toujours. Je vais le placer ici. Je vais ajouter un plan pour en guise de sol. Et maintenant, ce que je souhaite faire depuis notre cercle, c'est ajouter un système de particules. Voilà. Pour l'instant, les particules sortent du milieu parce que dans la section source, il n'y a pas de face sur mon objet, donc forcément elles ne peuvent pas sortir où elles veulent. Mais en mode vertices, on voit bien que cet objet a des vertices, et maintenant, les particules vont être émises tout au long du cercle. Je vais leur donner aucune valeur de velocity, comme ça elles ne vont pas bouger et rester proches du cercle. Changer quelques valeurs, changer leur nombre et leur durée de vie, et ajouter aussi lifetime roundedness, c'est-à-dire une durée de vie qui va être modifiée aléatoirement, proche du chiffre que j'ai mis. En render, maintenant je vais choisir render as collection et choisir celle que nous avons créée précédemment, lightning lesson. Si je joue l'animation maintenant, on se rend compte que les particules émises sont un des trois objets seulement. Maintenant, donc, il faut que je coche la case whole collection, qui veut dire qu'il va émettre la collection entière. On voit qu'il y a le plan qu'on a créé juste avant, mais maintenant nous n'avons plus besoin. Je vais le supprimer. Voilà. Et ensuite, on voit bien que quand il émet une particule, il crée un éclair et une lumière. Je vais maintenant modifier dans la section render, c'est le scale, donc l'échelle des objets, le paramètre aléatoire aussi, à fond. Je vais ajouter aussi de la rotation, c'est-à-dire que comme ça, elles vont être orientées dans une direction différente. Maintenant, si je joue l'animation, on voit que la partie aléatoire génère des éclairs de manière totalement aléatoire. Et voilà ce que nous obtenons. J'aimerais maintenant ajouter une certaine épaisseur à notre cercle, comme dans l'animation du projet. Je pense que vous voyez à quel endroit cela correspond. Donc je vais faire comme tout à l'heure, ajouter un modificateur skin à mon cercle, et changer ensuite radius X et Y pour obtenir ce que je veux. Voilà. Et je vais lui donner le même matériau qui s'appelait Material 001. Et maintenant, voyons voir à quoi cela ressemble. Et voilà. Ok, on est d'accord. On va avoir besoin de petites modifications manuelles, comme d'habitude. Mais
Alors, si vous appuyez sur le storyboard, on voit bien que on obtient le résultat escompté. Voilà. Donc, c'est une manière très astucieuse, j'ose dire, de combiner quelque chose qui est fait un petit peu manuellement avec des modificateurs, comme l'éclair de base, c'était un objet tout simple, voilà, avec ce qu'on peut faire avec des particules qui nous permettent de faire quelque chose comme ça random et qui donne un résultat plutôt génial. Moi j'avoue que cette partie-là elle me plaît beaucoup. Je suis assez excité à l'idée de voir ces choses se mettre en place. Donc j'espère que vous avez apprécié cette leçon et que, comme d'habitude, je n'ai pas été trop rapide et que vous avez pu intégrer tout ce que je vous ai montré. Je vous dis rendez-vous à la prochaine leçon. Bye. Et alors, juste un petit texte, il fallait que je vous le montre, mais j'ai juste ajouté un deuxième élément, un deuxième cercle, et c'est super génial. Voilà. À bientôt. Bye.